Alors, laissez-moi vous faire écouter un extrait de Donald Trump qui parle de ce qui se passe. Peut-être que ça nous aidera à mieux comprendre. C'est en plein essor. Vous savez, on n'en parle pas beaucoup, on ne le voit pas trop à cause de ce qui se passe en Iran. Et franchement, ça fait 2 mois. 2 mois seulement. Vous avez connu d'autres guerres qui ont duré 18 ans, 4 ans avec moi. Moi, j'y suis depuis 1 mois. Il disait qu'il s'en sortirait en 1 mois. Vous avez vu, j'ai fait une liste la semaine dernière. 17 ans au Vietnam, 5 ans en Afghanistan et bien plus encore dans plein d'autres endroits. Et j'ai dit, nous, ça fait 2 mois. Et vous savez quoi? On va avoir la victoire très bientôt. Ce n'est pas... Et face à un pays très dur, très intelligent. Ces gens-là étaient des combattants. Et vous savez, je ne veux pas m'avancer avant l'heure, mais ils ont plus de marine. 158 navires au fond de la mer. 158. Pensez-y, 158. J'étais en colère. J'ai dit, pourquoi vous ne les avez pas sauvés? On aurait pu s'en servir, vous savez, ils ont préféré les couler plutôt que de les sauver. J'ai dit, mais enfin, c'est juste de l'argent. Et certains étaient bons. Ils en avaient un qui s'appelait Soleimani. Vous connaissez Soleimani? On l'a éliminé. C'était le pire, l'un des pires terroristes de l'histoire de ce pays, de ce monde. Ils ont tué beaucoup des nôtres. Est-ce que ça va nous aider à comprendre ce qui se passe? J'ai bien peur que ça n'aide pas du tout. C'est décousu, incohérent, délirant, et il devient de plus en plus évident que le président Trump a perdu tout contact avec la réalité. On voit d'ailleurs monter les appels des 2 côtés de l'échiquier politique aux États-Unis pour invoquer le 25e amendement et le destituer, au motif qu'il n'est plus apte à exercer ses fonctions. Certaines de ces déclarations sont tellement détachées de la réalité que c'en est franchement troublant à entendre. Mais bon, il continue de laisser entendre qu'il va bientôt y avoir de nouvelles preuves de victoire. Il définit cette victoire comme la destruction de la marine iranienne, qui est presque inexistante, et de sa force aérienne, tout aussi inexistante, ainsi que par l'énorme destruction que les États-Unis ont infligée aux infrastructures civiles en Iran, ce qui constitue un crime de guerre. Il ne semble pas du tout être gêné, comme il l'a dit, par le droit international ou par d'autres contraintes. Il y a en ce moment une sorte de cessez-le-feu au Liban. Enfin, je dis une sorte de cessez-le-feu, parce qu'en général, quand l'administration Trump essaye de conclure des accords, ils ne s'entendent pas vraiment sur les termes. Ils se contentent d'annoncer qu'un accord a été trouvé, alors qu'en réalité, il n'y a pas eu de véritable entente. Et il est très clair que la proposition initiale de cessez-le-feu, faite par le Pakistan, incluait le Liban. Il est tout aussi clair qu'Israël n'avait aucune intention de la respecter. On voit bien que le soi-disant cessez-le-feu actuel au Liban n'est pas respecté par Israël. Les responsables politiques israéliens auraient d'ailleurs été scandalisés par l'annonce prématurée de Donald Trump à ce sujet. Et pour l'instant, on ne sait pas du tout sur quoi repose réellement ce cessez-le-feu. Israël occupe toujours le sud du Liban, ce qu'il en reste en tout cas. Le sud du Liban est devenu une sorte de désert avec les mêmes méthodes que celles utilisées à Gaza. Alors je ne vois pas très bien de quelle victoire on parle. L'Iran n'a pas capitulé, il ne capitulera pas. Le Hezbollah n'a pas capitulé, il ne capitulera pas. Le Hamas n'a pas capitulé, il ne capitulera pas. Quelle victoire exactement? C'est une idée très étrange de la guerre, comme si le seul but d'une guerre était de tuer des gens et de détruire des bâtiments. J'avais toujours pensé que le but d'une guerre, c'était de modifier les relations ou les politiques de l'adversaire. En d'autres termes, de briser sa volonté et de le pousser à faire ce qu'on veut. Mais aucun des objectifs annoncés
ni par Israël ni par les États-Unis, n'a été atteint jusqu'à présent. Aucune victoire. Difficile de comprendre de quoi il parle. Reuters a rapporté, citant une source pakistanaise impliquée dans la médiation, que la diplomatie parallèle a fait des progrès. Une prochaine rencontre pourrait aboutir à un protocole d'accord, voire à un accord plus large d'ici environ 60 jours. Voilà où on en est. Du côté iranien, quand on regarde les médias persans, les médias nationaux, on ne voit aucun signe d'optimisme. Ils savent très bien ce qui se passe. Ils se préparent à une nouvelle phase de la guerre et ils ont le sentiment que ça peut éclater à tout moment. Et de l'autre côté, si on regarde ce que les États-Unis ont fait depuis le début du cessez-le-feu, on compte déjà plus de 75 vols logistiques américains vers la région. Exactement. Et avec 10 000 soldats et tout ce dispositif, le porte-avions américain George H.W. Bush se dirige vers la région, pas en passant par la mer Rouge, mais dans l'autre sens. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Eh bien, vous savez, beaucoup de gens prédisent qu'il y aura une forme d'action militaire ce week-end. Ce soi-disant cessez-le-feu, c'est du faux. En réalité, il n'y a pas de cessez-le-feu. Il y a une déclaration de cessez-le-feu, ce qui arrange bien Donald Trump. Mais il n'y a pas de véritable cessez-le-feu. Ce faux cessez-le-feu sera rompu par une attaque américaine d'une manière ou d'une autre contre l'Iran. Et comme vous le dites, l'Iran est loin d'avoir épuisé son arsenal de missiles. Il reprendra les bombardements contre Israël et peut-être aussi contre les pays arabes du Golfe, même s'il y a des échanges entre les Arabes du Golfe et l'Iran. On sait que le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal Ben Farhan, a été en contact avec le ministre Al-Aqsi ou son adjoint. On sait aussi que le Qatar essaie de conclure une sorte d'accord avec l'Iran. C'est très intéressant de voir que, lorsqu'on parle des problèmes liés aux bases américaines dans la région, l'Iran ne mentionne pas le Koweït. Ça laisse penser qu'il se passe quelque chose en coulisses. On ne sait pas quoi, mais il y a clairement du mouvement. Les Émirats arabes unis ont d'ailleurs rétabli le contact avec l'Iran, et bien sûr, Oman ne l'avait jamais rompu. Donc il y a une dynamique locale. Je pense que la déclaration du Pakistan, qui affirme des progrès dans les échanges discrets, n'est pas très crédible. Je comprends pourquoi il voudrait le dire et pourquoi l'administration Trump aimerait l'entendre. Mais laissez-moi avancer une hypothèse. D'abord, il faut reconnaître que le Pakistan mérite une certaine reconnaissance pour avoir rapproché les parties en conflit. Pas Israël, bien sûr, mais les États-Unis et l'Iran. Et il faut leur reconnaître encore plus de mérite d'avoir réussi à organiser une rencontre directe plutôt que ces discussions de proximité ou ces négociations indirectes qu'on a connues par le passé. Le Pakistan mérite du crédit, oui. Il continue d'essayer de jouer un rôle de médiateur. Et pourquoi pas? C'est très bon pour le Pakistan. Il est soutenu par la Chine, qui est son principal allié dans bien des domaines. Le pays tire aussi parti de la relation personnelle entre Hassan Mounir, le chef des forces armées pakistanaises, et Donald Trump. Et cela place le Pakistan au centre de l'attention de manière positive, alors qu'il était jusque-là assez isolé. Quant à l'administration Trump, que l'on ait une attaque ce week-end ou non, la mention de 60 jours me paraît significative, parce que ce que Trump veut plus que tout, c'est sortir de cette guerre. Et s'il peut prétendre qu'il y a une négociation en cours, qu'il y a en quelque sorte un processus de paix, et vous savez qu'on a battu les Iraniens, qu'ils sont vaincus et que maintenant ils sont obligés de nous parler, et tout ce genre de bêtises, alors il peut se mettre en scène devant l'électorat américain en disant « J'ai gagné la guerre, ils me parlent, on essaye de trouver un accord. On fait des progrès
comme le prétendent les Pakistanais. Il n'y a absolument pas besoin que tout ça soit vrai. C'est un peu comme les mines dans le détroit d'Ormuz. On ne sait même pas s'il y en a. Il n'y en a peut-être aucune. Des mines imaginaires font tout aussi bien peur aux compagnies d'assurance que des vraies. Et des pourparlers de paix imaginaires trompent tout aussi bien la bourse et le public américain que des discussions réelles. C'est donc un exemple parfait du monde étrange dans lequel on vit aujourd'hui. Un monde où plus rien n'est vérifiable. Absolutely nothing is verifiable. We don't know what is going on. On ne sait pas ce qui se passe. D'ailleurs, on ne sait même pas comment avance ce qu'on appelle le blocus de la marine américaine. Apparemment, ils n'ont abordé aucun navire. Ils ont réussi, je crois, à en rediriger 12. On ne sait pas si les navires battant pavillon chinois leur prêtent attention ou pas. Ce qui est clair, c'est que les États-Unis ne veulent pas d'une guerre avec la Chine. Et ce que fait la marine n'est pas légal. C'est en réalité un acte de piraterie, et cela a été dénoncé comme tel. Alors que se passe-t-il? On n'en sait rien. En apparence, il y a bien un blocus. Laissez-moi juste terminer sur cette question du blocus. Avant cette guerre, le détroit d'Ormuz était ouvert. C'était une voie maritime internationale. Personne ne le contrôlait. Il relevait du droit international. C'est maintenant sous la souveraineté et le contrôle de l'Iran. Donc c'est fermé, en partie. Imaginez une porte. La porte est à moitié ouverte. Il y a quelqu'un derrière qui regarde dehors. Si je t'aime bien, je te laisse entrer. Si je ne t'aime pas, tu restes dehors. Alors qu'est-ce que fait Donald Trump? Il ferme la porte et il la verrouille. C'est absurde, parce qu'en fait, ça ne fait qu'amplifier l'impact sur l'économie mondiale et ça nuit, d'une manière ou d'une autre, à presque tous les pays du monde. C'est tellement incohérent que ça en paraît fou. Donc ça ne sert à rien pour les États-Unis. Et d'ailleurs, ça ne sert à rien non plus à Israël, parce que Israël est maintenant complètement isolé sur le plan diplomatique. Et il vient de perdre son principal atout. Vous savez, il avait un droit de veto dans l'Union européenne grâce à Viktor Orban. Viktor Orban est maintenant probablement retiré de la politique. Il est encore assez jeune pour continuer, mais je ne pense pas qu'on le reverra dans une position d'autorité. Et cette guerre qui n'a pas cessé, elle est juste en pause, c'est tout, pourrait s'éteindre avec de fausses négociations de paix, de faux cessez-le-feu. Vous voyez, des faux que certains respectent s'ils en ont envie, et que d'autres ignorent s'ils n'en ont pas envie. Il est très clair qu'Israël ne veut pas mettre fin à cette guerre, parce que M. Netanyahou irait en prison si la guerre se terminait, et il est bien décidé à ne pas aller en prison. Et si vous savez quoi que ce soit sur les prisons israéliennes, vous comprendriez pourquoi il ne veut pas y aller. Alors, je ne sais pas trop où on en est. J'imagine qu'il faut juste, comme le dit souvent Donald Trump, attendre et voir, non? Oui. Monsieur l'ambassadeur, avec le blocus, comme vous l'avez mentionné, on a eu certaines données sur ce qui s'est passé, sur la situation actuelle. Et d'après la base de données de Tanker Trackers, on a vu que depuis le début du cessez-le-feu, l'Iran a exporté plus de 11 millions de barils de pétrole, sans rencontrer, disons, la moindre opposition ou difficulté de la part des États-Unis. C'est pour ça que je dis qu'on ne sait pas vraiment si ce cessez-le-feu est autre chose qu'une manipulation des perceptions, quelque chose de pas réel. Apparemment, la guerre moderne, que ce soit en Ukraine ou au Moyen-Orient, est pleine de manipulations de ce genre. Et au fond, on ne sait plus. Ce n'est pas le brouillard de la guerre, c'est le brouillard de la manipulation de l'opinion, délibérément entretenu. Et c'est bien ce qu'on voit aujourd'hui. Et comme vous l'avez dit, ils ont réussi à forcer certains navires iraniens à faire demi-tour.
Mais cet appel téléphonique dont vous parliez, entre le ministre iranien des Affaires étrangères et son homologue saoudien, je pense qu'il concernait surtout le blocus. Les Iraniens disaient à l'Arabie saoudite, « Vous utilisez l'oléoduc pour envoyer votre pétrole vers la mer Rouge et sortir de la région, pour éviter les complications régionales. » Mais l'Iran envoie un message clair aux pays du CCG. Si quelque chose bloque notre commerce, vous allez subir la même chose. C'est ça le message. Exactly. Exactly. Exactement. Exactement. Au moins l'Iran affirme, même si je pense qu'Ansar Allah, les Houthis sont en réalité assez indépendants, mais au moins l'Iran affirme que les Houthis sont prêts à fermer à nouveau la mer Rouge. Autrement dit, à bloquer le détroit de Bab el-Mandeb. Dans ce cas, les exportations depuis Yanbu et la côte saoudienne de la mer Rouge, au nord de Jeddah, seraient interrompues. Parce qu'en ce moment, je crois qu'ils exportent presque 7 millions de barils par jour. Donc leurs revenus continuent de s'accumuler. Mais l'Iran a frappé une station de pompage sur cet oléoduc Est-Ouest et il a montré qu'il pouvait la neutraliser. Donc je pense que vous avez tout à fait raison. Une discussion entre le prince Faisal Ben Farhan et son homologue iranien aurait comporté plusieurs volets, dont l'un serait un avertissement iranien. Mais je pense aussi que les Saoudiens ont clairement fait savoir qu'ils ne soutenaient pas le blocus américain. Ils l'ont dit publiquement. Ils s'y opposent. Et je crois que pour revenir à une discussion qu'on avait eue il y a quelque temps, il y a eu un effort très intense de la part d'Israël pour présenter l'Arabie saoudite comme favorable à la guerre, alors qu'elle ne l'était pas et ne l'est toujours pas. L'Arabie saoudite a trop à perdre. Elle veut la paix. Elle ne veut pas la guerre. Bien sûr, tout le monde dans le Golfe, du côté arabe, est très en colère contre l'Iran, parce qu'ils ont été frappés et qu'ils aimeraient se venger. Mais ils commencent à comprendre que ce n'est pas possible. L'Iran ne va pas disparaître. Et s'ils ne parviennent pas à faire la paix avec l'Iran, ils vivront sous une menace permanente. Les États-Unis leur ont maintenant montré, de façon assez claire, qu'ils ne se soucient pas vraiment d'eux, qu'ils ne sont pas capables de les défendre, et qu'ils ne sont certainement pas prêts à faire l'effort nécessaire pour le faire. Du coup, ils se retrouvent dans une impasse. Ils doivent repenser leur position géopolitique. Leur problème, c'est qu'il n'y a vraiment personne pour remplacer les États-Unis comme puissance capable de projeter sa force dans la région. Et là, permettez-moi de revenir un peu en arrière. Après la guerre du Golfe, celle de 1990 à 91, la guerre pour libérer le Koweït, les États-Unis, de manière assez incompréhensible, sous l'administration Clinton, ont abandonné le jeu d'équilibre qu'ils menaient dans la région, clairement dans l'intérêt d'Israël et non dans celui des Arabes du Golfe. Avant, nous étions au-delà de l'horizon. Nous n'avions pas vraiment de présence militaire dans le Golfe et nous utilisions l'Iran et l'Irak pour se contrebalancer. Du coup, les Arabes du Golfe se sont rangés du côté de l'Irak pour éviter que l'Iran ne prenne le dessus. Et inversement, l'Iran bien sûr s'opposait à l'Irak pour la même raison, afin de préserver son indépendance et sa liberté d'action. En janvier 1993, ou peut-être en février, quand l'administration Clinton est arrivée, Martin Indyk, cet Australien israélo-américain chargé de l'Asie de l'Ouest au Conseil de sécurité nationale, a imposé ce qu'il appelait la double containment, la double politique d'endiguement. Autrement dit, il ne chercherait plus à équilibrer l'Iran et l'Irak, ni les pays arabes du Golfe et l'Iran. Nous essaierions de les équilibrer nous-mêmes. Cela a conduit à une présence militaire massive dans la région, qui se poursuit encore aujourd'hui. Et c'est cette politique de double endiguement qui portait déjà en elle les germes du désastre que nous voyons maintenant. Elle n'a jamais servi,
et ne sert toujours pas les intérêts des Arabes du Golfe. Je pense donc qu'on va assister à de fortes dynamiques géopolitiques dans la région au cours de l'année à venir, et peut-être qu'une prolongation de 60 jours du cessez-le-feu, comme le Pakistan l'a laissé entendre, serait la manière la plus élégante pour Donald Trump de se retirer de la région. Et là encore, comme je l'ai déjà dit, sa façon de négocier, c'est de l'intimidation. C'est ça qu'il fait. Il essaie de te détruire ou il te menace de le faire, une méthode de négociation très mafieuse en somme. Mais son habitude, quand il échoue, c'est de déclarer faillite et de s'en aller. Tu vois, du genre, bon, j'ai raté, je n'ai plus d'obligations, j'ai gagné, me voilà. Un peu comme l'histoire de la région d'ailleurs. Si on pense à Gamal Abdel Nasser, après la guerre de Suez, il a été lourdement battu sur le plan militaire, mais il a dit, eh bien, je suis toujours là. Ils ont tout lancé contre moi. Et regarde comme je suis fort, tu as besoin de moi, respecte-moi. Saddam Hussein a fait la même chose. Ils ont essayé de se débarrasser de moi, mais ils n'y sont pas arrivés. Et me voilà, et ainsi de suite. Et en plus, si vous voulez des médicaments ou de la nourriture, vous avez intérêt à être gentil avec moi, parce que c'est moi qui contrôle toutes les importations. Alors peut-être que Donald Trump fait la même chose. Vous savez, quoi qu'il se soit passé, je suis toujours là, je suis, disons, puissant, sage et fort, et vous feriez bien de faire attention à moi, et ainsi de suite. C'est peut-être ça, le fond de l'histoire. Franchement, je ne vois pas d'autre explication, parce qu'il est très clair que cette guerre n'a pas été favorable aux États-Unis. Elle nous a affaiblis sur la scène mondiale, à bien des égards, militairement, politiquement, et elle va bientôt nous coûter cher sur le plan économique. Elle n'a pas non plus été tendre avec Israël. Mais à cause de la coupure de la couverture satellite, on ne peut pas savoir à quel point les dégâts en Israël sont graves. Apparemment, certains Israéliens rentrent chez eux. Je ne sais pas si c'est vrai, parce que beaucoup d'entre eux s'étaient installés à l'étranger pendant la guerre. Je ne sais pas ce qu'ils vont découvrir en rentrant. Peut-être qu'ils vont découvrir quelque chose de semblable à ce qu'on voit au Liban, avec ses habitants qui ignorent les consignes de l'armée israélienne et de leur propre gouvernement, et qui retournent dans le sud du pays pour voir ce qu'il reste de leur maison. Peut-être qu'ils trouveront la même chose. Ce n'est bon pour personne. C'était une très mauvaise décision d'entrer dans cette guerre. Et tout cela à cause d'intérêts israéliens que je trouve pervers, mal réfléchis et mal définis. Vous savez, il faut espérer qu'à un moment donné, Israël décidera que plutôt que de vouloir dominer ou conquérir tous ses voisins, il doit faire la paix avec eux. Peut-être qu'après 78 ans, pour la première fois, il fera une proposition de coexistence pacifique. Si c'était le cas, je pense que l'Iran l'accepterait volontiers. Et les pays arabes aussi. Mais bon, ça ne semble pas être à l'ordre du jour. En fait, Israël prend actuellement la direction opposée.